Bonjour, vidéo T012B, les 2436 argentiques, la marque Nikon. Alors, la marque Nikon, alors je commence par la marque Nikon parce que c'est celle que je connais. Moi, quand je faisais que de l'argentique, que j'ai commencé avec un boîtier Nikon. Voilà. La marque Nikon a commencé à faire des appareils photo en 1948. Enfin, le premier boîtier Nikon, le premier appareil photo argentique Nikon est sorti en 1948 avec le Nikon 1. Euh, qui n'était pas un 24-36 d'ailleurs, qui était un 24-32. Tout ça, je l'ai expliqué dans la vidéo T sur les télémétriques Nikon. Et les boîtiers télémétriques Nikon ont évolué jusque dans les années, pour s'arrêter dans les années 65 à peu près. Et dans les années 60, en 1958 à peu près, ils ont fait évoluer le boîtier télémétrique en lui greffant une cage réflexe. Et ça a donné le Nikon F. Voilà, donc ça a donné le Nikon F. Nikon est réputé pour avoir conservé sa bague sa baïonnette depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Et par exemple, bon, ça n'a aucun rapport, aucun intérêt de faire ça parce que les... mais ça se monte, physiquement ça se monte. Donc voilà, un Nikon F avec un objectif pour APS-C, autofocus, AFS-G. Voilà. Donc ça se monte, physiquement ça se monte, voilà. C'est inutilisable. C'est inutilisable l'un avec l'autre. Alors on va voir ça un peu en détail, et puis je verrai comment je vais articuler ça. Est-ce que je ferai une vidéo sur chaque boîtier, sur chaque boîtier, je ne sais pas trop. On va voir ça. Allez voir dans la playlist. Donc, la première baïonnette qu'ils ont fait, c'est la baïonnette F. Et alors, qu'est-ce qui différencie d'une baïonnette? Donc, il y a eu la F. Après, en 1977, il y a eu la baïonnette AI, avec une évolution en 1982, qui est en 1982, oui, qui est la baïonnette AIS. Après, on a l'autofocus qui est arrivé. Donc, les AF sont des baïonnettes AIS, sauf que c'est autofocus. L'AFD est une baïonnette autofocus avec quelque chose de plus que n'avait pas la baïonnette AF d'origine. Donc du coup, il peut y avoir des incompatibilités, des pertes de fonctionnalité entre un objectif AF et un objectif AFD. Et après, c'était le début du grand n'importe quoi, avec notamment les boîtiers G, comme Gaston, avec l'AF, AFS, il y a eu l'AFI aussi avant, et là on a carrément les objectifs type E, qui eux offrent beaucoup d'incompatibilités. Alors, qu'est-ce que faisait chaque baïonnette et en quoi? Parce que mécaniquement, ça se monte. Et tout est dans la gestion du diaphragme. Voilà. Alors le diaphragme, hein, je vous le rappelle, c'est un élément qui est à l'intérieur des objectifs, qui permet de réguler, qui permet de... Donc c'est quelque chose qui est à l'intérieur des objectifs, voilà, qui permet de réguler la quantité de lumière qui passe dedans, de réguler les aberrations optiques, parce que faire varier le diamètre de la pupille fait varier les aberrations, et fait changer aussi la profondeur de champ. Donc c'est un élément important
dans le choix artistique d'un objectif, c'est comment votre objectif se comporte et comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Et donc du coup, tout est un problème dans le pilotage du diaphragme. Voilà. Le pilotage du diaphragme, chez Nikon, on a un diaphragme qui est normalement fermé. C'est-à-dire que quand je tourne la bague de diaphragme sur l'objectif, le diaphragme se ferme à la valeur à laquelle il est choisi sur la bague de diaphragme. Et c'est donc la bague de diaphragme qui définit, c'est l'objectif, via la bague de diaphragme, qui définit à quelle amplitude doit se fermer le mouvement, l'élément mécanique, pour obtenir le F sur D voulu. Voilà. Et derrière, dans la baïonnette, il y a un petit levier, un petit ergot, qui, quand on le manipule, permet d'ouvrir et de fermer le diaphragme. Et dans un premier temps, c'est valable pour la monture F et AI, le boîtier n'a juste qu'un mode de fonctionnement 0 ou 1, c'est-à-dire que le levier retient l'ergot quand on fait la visée, quand on déclenche, le boîtier lâche l'ergot, et le diaphragme se ferme à la valeur présélectionnée par la bague de diaphragme sur l'objectif. Voilà. Et donc, ça marchait très bien jusqu'en 1980-82, quelque chose comme ça. Ce mode de fonctionnement permet de reporter dans l'objectif tous les problèmes spécifiques à la gestion du diaphragme. Voilà. Et le boîtier, lui, il dit je ferme le diaphragme à la valeur présélectionnée. Ça, c'est dans le mode de fonctionnement du diaphragme. Après, il y a le mode de communication entre le boîtier et le diaphragme pour savoir comment est fermé le diaphragme. Et ça, et donc ça, jusqu'en 1977, la monture F va payer un lourd tribut au fait que les ingénieurs de chez Nikon ne savaient pas ce que c'était qu'une mesure à pleine ouverture. Voilà. Donc ils n'avaient pas compris le système, ils n'avaient pas compris comment pourrait fonctionner un posemètre dans un appareil photo. Et au début du Nikon F, ils ont fait des conneries. Voilà, ils ont fait des conneries. Et la plus belle connerie qu'ils ont faite, c'est de fixer au sommet de la bague de diaphragme une fourchette. Voilà, une fourchette. La fourchette, elle est là. Voilà. Donc ça, c'est une des premiers modèles qui est facilement reconnaissable parce qu'elle a les bords droits. Voilà. Ça, c'est un objectif du tout début de l'ère Nikon, de l'ère réflexe 24-36. Et voilà. Et donc, parce que ils ont sorti le boîtier bien en avance des posemètres, et ils ont bricolé des conneries, notamment des. Alors, j'en ai pas à vous présenter parce que c'est des objets de pure collection et que, étonnamment, je ne collectionne pas. Donc, j'en ai pas acheté, jamais. Et ils ont fait. Donc, ça, c'est un Nikon F, hein, première version. Ouais. Hop. J'ai foutu le doigt dessus. Voilà, ça ne fallait pas. Et donc, le premier posemètre qu'ils ont fait, c'est des posemètres au sélénium qui se fixaient sur le devant, donc on peut les voir sur les photos quand on les recherche, et qui venaient coiffer le barillet de vitesse. Voilà, et donc ils avaient fait un système qui était, on a besoin de savoir sur quel numéro de diaphragme on est, et pour pouvoir régler le posemètre. Voilà. Donc le posemètre avait besoin de savoir que vous étiez sur 5.6 par exemple, ou sur F8 ou sur F11, parce que
parce que la mesure se faisait à l'extérieur de l'objectif. Donc il avait besoin de connaître le f sur d réel. Voilà. Alors ça nous a amené, alors je ne crois pas que ce soit celui-là, je ne suis pas sûr, ça nous a amené à des choses intéressantes comme le Micronicore compensating, si c'est dessus là, le Micronicore compensating, qui a un système de correction de la valeur du diaphragme en fonction de la mise au point, de façon à ce que le diaphragme sur la bague de diaphragme ait toujours une valeur photométrique constante, quelle que soit la distance de mise au point. Voilà. Donc, alors il est recherché pas à cause de ce système compensating, qui est en fait plutôt une connerie avec les boîtiers modernes, mais il est recherché parce qu'il est spécifiquement corrigé pour la macro, ce qui n'est pas le cas des modèles suivants. Ça, je l'ai déjà expliqué en son temps sur la macro. Et donc, du coup, ils ont mis une fourchette, et puis il y a un ergot qui entraîne un bazar dans le posemètre pour lui dire bah, je suis à 5,6 et ainsi de suite, et voilà. Et donc, du coup, après, l'aiguille, bah, elle indique plus ou moins ce qu'il faut. Voilà. Et donc cette connerie-là, eh ben, c'est quelque chose que l'on va garder très très longtemps, jusqu'en 1977, donc quasiment pendant 20 ans. Si je prends ce boîtier ce boîtier qui est de 1900, alors celui-là, 1970 à peu près, eh bien, on a une quéquette là, quéquette qui est là-dessus, là, voilà, qui est là-dessus. Et donc, si la bague est n'importe où, il faut que je la ramène en butée vers la droite. Je monte l'objectif sur f5.6 et on a entendu un clac, donc il y a un mécanisme qui s'est libéré. On va à l'ouverture minimum et on revient à l'ouverture maximum. Voilà. Et alors je ne sais pas si on va le voir facilement, il faudrait que je montre l'objectif macro. Et on a là une petite fenêtre où est renseigné le f sur d maximum de l'objectif. Parce que là, ce boîtier-là fait la mesure à travers l'objectif. Et là, le posemètre n'a plus besoin de savoir que vous êtes sur f5.6, mais il a besoin de savoir de combien de crans vous avez fermé par rapport à la pleine ouverture. Et donc, il faut renseigner le boîtier sur sa pleine ouverture. Et donc, cette manipulation de montage d'objectifs va se retrouver sur tous les boîtiers de cette époque-là. Et par exemple, si ça, c'est un Nikon F aussi, voilà, avec le posemètre. Donc, le posemètre, il n'est pas intégré au boîtier, il est intégré au viseur. Donc, le viseur se démonte, voilà, le viseur se démonte, et voilà, tac, le viseur se démonte. Alors, sauf que, voilà, le viseur se démonte, et il y a les piles dedans. Ah, oui, si, ça va y aller. Ça devrait y aller, ça devrait y aller, ça devrait y aller. Ça n'y va pas. Ça n'y va pas. Pourquoi ça n'y va pas? Ah oui, non, ça n'y va pas. Ouais, d'accord. Non, bah il va pas sur celui-là, mais c'est pas grave. On reprend l'autre. Oui, parce que le Nikon F, il a été fabriqué de 1958 à 1971, 72, 1970, pardon, 1970, 71. Et il y a des incompatibilités dans les versions. Et donc, on prend l'objectif, on vérifie que le mécanisme est prêt, on monte l'objectif. Alors, sur le Nikon F, on s'en fout qu'il soit sur 5.6 ou pas. On a entendu le schlong et on fait un aller-retour. Voilà. Donc, on reconnaît les vieux Nikonistes qui ont eu, hein, parce qu'ils montaient, il y a clac-clac. Mais même sur les boîtiers où il n'y avait pas besoin, il y a clac-clac. Voilà. Et monter un objectif, clac-clac. Voilà. Bon.
Et donc, et là, on a une fenêtre sur le dessus, là, sous la marque Nikon. Alors, j'essaie de la faire briller. Et puis, il y a un petit ergot à l'intérieur qui dit à quelle est la pleine ouverture du bazar. Parce que quand vous faites la mesure à travers l'objectif, à pleine ouverture, vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir, pour le diaphragme sélectionné, de combien de quantité de lumière vous allez diminuer. Est-ce que vous allez diminuer de 1 diaphragme, 2 diaphragmes, 3 diaphragmes, et ainsi de suite. Voilà. Donc cette erreur, on l'a traînée pendant 20 ans. Ils l'ont corrigée avec le système AI. Je m'aperçois que je n'ai pas sorti le système AI. Voilà, système AI. Donc voici sur un boîtier Nikon F3, on a un système AI. Donc on n'a plus l'ergot, on n'a plus la quéquette immense qui prend la fourchette, parce que la fourchette sur les objectifs est spécifiquement sur la valeur de 5,6. Donc votre objectif qui ouvre à 1,4, la fourchette est sur 5,6. Donc si on compte, ça fait 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, elle est 4 diaphragmes plus loin. Elle est 1,4, 2, 2,8, 4, 5, 6, oui, elle est 4 diaphragmes plus loin. Voilà, piqué intervalle. Elle est 4 diaphragmes plus loin. Mais si vous montez un objectif qui ouvre à f4, l'ergot est toujours à 5,6 et il est un diaphragme plus loin. Voilà. Donc quand vous vous mettez à 5,6 sur un objectif qui ouvre à f4, vous faites que la photo qui sera faite à 5,6 ne sera faite qu'un diaphragme plus fermé que la pleine ouverture. Et vous faites la mesure à pleine ouverture. Quand vous prenez un objectif à 1,4 et que vous faites la photo à 5,6, vous allez faire la photo avec 4 diaphragmes de plus de fermeture. Et vous faites toujours la mesure à 1,4. Donc la quantité de lumière que vous récupérez par rapport à celle qui va passer effectivement change. Et ça, le boîtier, les boîtiers en monture F ne le savent pas. Et donc il faut renseigner le boîtier pour lui dire attention, cet objectif que tu as monté dessus ouvre plus que par rapport à 5,6, ouvre plus de 1 diaph, 4 diaph, 3 diaph, 2 diaph, et ainsi de suite. Et c'est à ça que sert le système d'aller-retour et les clics qu'on entend, de la crémaillère, et ainsi de suite. Et donc du coup, un objectif qui a un diaphragme qui a une pleine ouverture qui n'atteint pas f5,6, eh bien il n'a pas de fourchette. Parce qu'il n'y a pas de position pour mettre la fourchette à 5,6, puisque le diaphragme n'atteint pas 5,6. Vous aviez des objectifs, des zooms qui ouvraient à f9 ou à f8 ou à f6.3. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces objectifs-là n'étaient pas couplés. Ils n'avaient pas de possibilité de couplage. Voilà. Donc c'est une erreur incompréhensible qu'a fait Nikon à ce moment-là. Et le système à fourchette est débile, à souhait. Le système à fourchette chez Nikon est débile à souhait. Mamiya, pour le 645, a aussi un système à fourchette, mais eux, ils ont réfléchi. Et la fourchette, elle n'est pas sur f5,6, elle est sur le diaphragme le plus ouvert. Parce que ce qui est important, c'est que le boîtier sache de combien vous avez bougé la bague de diaphragme par rapport à la pleine ouverture, et pas par rapport à une valeur arbitraire comme f5,6. Voilà. Et donc, ils ont corrigé le tir en 1977 avec la monture AI. La monture AI, alors, comme je vous ai montré avec au tout début, on peut monter un objectif autofocus G sur un Nikon F, donc tous les objectifs se montent sur tous les boîtiers et réciproquement, mécaniquement parlant. Mais les boîtiers ne causent pas ensemble. Et donc la monture AI, alors un AI spécifique, j'en ai pas un là, j'ai un AIS, mais c'est pas grave. La monture AI va se... Je vais passer avec l'objectif macro. Voilà. L'objectif AI, alors voilà, l'objectif AI, il a une fourchette qui est différente. L'objectif AI a une fourchette avec des trous dedans. Voilà, parce que
l'objectif, alors, puisque j'ai monté le macro, il est où? Il est où? Il est où? Il est là, voilà, hop. Hop. Donc là, et puis on va effacer ça, de toute façon, je sais ce que je veux dire, voilà, tac, ça, hop, 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 voilà. Donc, l'objectif AI, l'objectif F, a cette fourchette avec un angle, avec des bords droits. Ça a évolué avec une fourchette, une fourchette avec des bords ronds, arrondis, voilà. Donc ça, c'est de la monture F, voilà. Et si votre objectif n'a pas sa fourchette, et qu'il a un objectif qui ouvre à plus que f5.6, plus ouvert que f5.6, et ben c'est que quelqu'un a enlevé la fourchette, il ne faut pas l'acheter. Hein, parce que trouver la fourchette, c'est pas évident. Bon, donc ça c'est la monture F, voilà. Alors on reconnaît les objectifs des premiers temps de la monture F par la forme de la fourchette, et les optiques les plus anciens ont le groupe avant qui est chromé. Voilà, le groupe avant qui est chromé. Voilà, ça c'est un signe d'un truc qui date d'avant les années, aux alentours des années 70 et avant. Voilà, bon, je suis en train de me paumer dans mes bouchons, mais c'est pas bien grave. De toute façon, les bouchons, c'est tous les mêmes. Ensuite est arrivée la monture AI. Alors la monture AI va se reconnaître au niveau de la fourchette. Au niveau de la fourchette, parce que la fourchette est donc arrondie comme les dernières versions des montures F, mais vous voyez, on a vu apparaître deux trous dedans, en plus de la rainure pour l'ergot. Voilà. Et on a, sur la bague de diaphragme, on a, alors que j'essaye de me mettre confortablement, on a deux échelles de diaphragme. On a l'échelle de diaphragme qui est devant la fourchette, et on a une petite, et colorée, et on a une petite échelle de diaphragme qui est juste en blanc, qui est derrière. Voilà. Et donc ça, c'est le système AI pour automatique induction automatique. Voilà. Et la bague de diaphragme a deux ergots supplémentaires. Voilà. On a un ergot ici, voilà, et on a un petit ergot qui est là. Voilà. Voilà. Et c'est ça qui va nous intéresser. Et puis pendant que je suis là, là on a la commande du diaphragme. Alors si j'enlève le bouchon, on a alors ça c'est un 24 mm, donc le trou est tout petit, voilà, tac, et ça bouge, ça, voilà, c'est ça qu'il fallait voir. Alors quand vous achetez un objectif, bah, il faut vérifier que le diaphragme il est bien vigousse, parce que quand le boîtier déclenche, il lâche l'ergot, et c'est le ressort qui est à l'intérieur du... Et c'est le ressort qui est à l'intérieur de l'objectif qui va fermer physiquement le diaphragme. Et donc c'est lui qui fournit l'énergie nécessaire, qui est le moteur pour fermer le diaphragme. Donc il faut que ça soit vigousse. Si c'est lent et tout comme ça, ça veut dire qu'il y a de l'huile du mécanisme qui a été à un endroit où il ne faut pas, enfin qu'il y a un problème de lubrification du diaphragme, et qu'il faut le faire réviser. Voilà, ça se révise, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc le boîtier AI, par exemple, donc là je vous ai sorti un magnifique Nikon F3T Champagne. Le boîtier, lui, a un ergot qui est ici. Voilà, un ergot qui est ici. Voilà. Et quand on va monter l'objectif, quand on monte l'objectif sur le boîtier,
on n'a plus besoin de mettre le diaphragme sur une valeur quelconque, parce que quand vous allez fermer le truc, eh bien, l'ergot de l'objectif va venir prendre l'ergot de la baïonnette du boîtier et entraîner le truc. Et si on le met, alors voilà, et donc si on le met l'objectif à pleine ouverture, ça mise au point coco, on peut le faire. Si on met l'objectif à pleine ouverture, donc là je suis à 2,8, eh bien vous allez voir l'ergot qui va rentrer en contact, avec celui du boîtier, ça verrouillé, et voilà, l'ergot est en extrémité, la bague de diaphragme est en extrémité, le boîtier sait qu'il mesure à pleine ouverture, il n'introduit pas de compensation par rapport à la mesure qu'il lit pour dire c'est surexposé ou c'est sous-exposé. Quand je vais fermer de 1 cran, 2 crans, 3 crans, l'ergot du boîtier va être entraîné, ça va mettre en branle dans le boîtier un potentiomètre qui va dire ah, tu mesures 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus de lumière que tu n'auras réellement quand tu auras fermé le diaphragme. Voilà, et c'est comme ça que la mesure à pleine ouverture fonctionne. Il faut que le boîtier sache de combien vous allez fermer le diaphragme pour anticiper la perte de lumière par la fermeture du diaphragme et donc mettre un temps de pause qui va bien. Les objectifs Nikon, toutes générations confondues, sont intéressants, enfin, sauf léger, sont intéressants parce que justement, la gestion du diaphragme se fait dans l'objectif. Donc, du coup, si vous voulez monter ça sur un mirrorless, d'abord, les objectifs Nikon sont intéressants du point de vue du rendu, du point de vue de la qualité optique. Du point de vue de la qualité optique, il n'y a aucun souci avec ça. Mais ils sont aussi intéressants parce que du coup, vous allez pouvoir gérer votre diaphragme en tournant la bague. Et c'est dans l'objectif et vous pourrez faire varier votre diaphragme. Parce qu'il y a une bague de diaphragme. Chez Olympus, les objectifs de la série OM, eux, c'était différent. La logique était inversée. C'est-à-dire que le diaphragme était maintenu ouvert tout le temps dans l'objectif. La bague de diaphragme servait de butée de fin de course pour que quand le boîtier entraîne l'ergot de l'objectif, pour fermer le diaphragme, que ce soit l'objectif qui arrête l'ergot du boîtier. Et donc, effectivement, là aussi, l'objectif gère la fermeture du diaphragme à la bonne valeur, mais le moteur, pour la fermeture du diaphragme, c'est le boîtier lui-même. Et donc, du coup, c'est une logique différente. Mais par exemple, si vous démontez un objectif du boîtier, Olympus OM, la série OM, OM1, OM2, OM3, OM4, OM10, OM30, OM40, voilà, le diaphragme ne se fermera pas. Donc ce ne sont pas forcément des objectifs très très intéressants pour monter sur un mirrorless, parce que votre bague chinoise qui est juste un bout de mécanique ne va pas gérer la fermeture du diaphragme. Alors, le problème, Olympus l'avait, quand il voulait utiliser les objectifs en retourné. Donc il y a un accessoire macro pour utiliser les objectifs en mode retourné. Alors, il faut faire attention, parce que quand vous l'achetez, on vous vend la bague, mais on oublie l'espèce de petit ergot en plastique à la con qui permet de fermer le diaphragme à la bonne valeur. Voilà. C'est pas la bague filetée monture OM qui est intéressant, c'est l'espèce de petit bout de plastique à la con qui se met sur l'objectif pour fermer le diaphragme à la bonne valeur. Voilà. C'est dommage parce que Olympus a aussi de très bons objectifs, mais ils sont très difficilement utilisables en dehors des boîtiers Olympus. Voilà. Et en plus, eux, ils ont une fâcheuse proportion à avoir le diaphragme qui se gomme de manière phénoménale. On revient chez Nikon. Donc ça, c'est le système AI. Donc en fait, c'est juste un problème d'entraîner un ergot à la bonne valeur. C'est juste ça le problème. Ah oui. Alors,
Nikon fournissait des kits d'adaptation et on pouvait faire modifier ces objectifs en monture AI. Et donc, ça devenait des modifiés AI. Donc voilà typiquement un objectif du Nikon F, en monture, qui était en monture F, qui donc est le 85 ouvert à 1.8, 85 ouvert à 8. Celui-là, il n'a jamais existé nativement en monture AI, mais il a été modifié par une bague Nikon. Nikon fournissait de la bague, on changeait la bague, et puis pof, on avait la double gravure, la fourchette ajourée, et ainsi de suite. Alors la fourchette est ajourée pour laisser passer la lumière, pour pouvoir, dans le viseur de l'appareil photo, lire la gravure, la petite gravure, voilà. Donc on a une petite fenêtre dans le viseur de l'appareil photo et on voit la petite gravure qui nous dit à quel diaphragme on est. Voilà. Mais bon, dans la série, si un accessoire n'existe pas, fabrique-le. Eh bien, il est possible de modifier AI à la lime son objectif en recréant l'ergot qu'il manque. Voilà. Il faut que je me rapproche. Donc là, voilà, donc ça c'est un truc que j'ai fait moi-même, hein, et j'ai fait ça, la mise au pain coco, voilà, ah oui, alors attendez, hop, voilà, j'ai l'autofocus qui chope l'arrière-plan, et du coup, voilà, tout de suite ça va mieux. Et voilà, donc là j'ai la fourchette standard, et j'ai fait l'encoche qui va bien pour entraîner le truc. Voilà. Ça, j'ai fait à la lime. Hein. Je n'ai pas fait ça avec un tour, une fraiseuse ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses. Tu fais ça avec ta lime à ongles, diamantée, comme je vous ai présenté dans une autre vidéo. Et puis, ça prend un peu de temps, mais bon, il y a une centaine d'euros à gagner. Donc, ça vaut le coup de le faire, quoi. Voilà. Voilà. Et donc, alors, j'ai pas la petite échelle, mais voilà. Donc, le principe pour faire ça, il faut repérer les angles. Donc, ça va beaucoup mieux avec des boîtiers type Nikon, Nikon F3 parce que on a un petit bouton. Alors, je vais peut-être pas vous présenter ça sur celui-là. Je vais vous présenter ça sur celui-ci parce que là, du coup, c'est noirci. Donc, on a un petit bouton. À côté du point blanc, on a un petit bouton chromé. On a un petit bouton chromé. Et quand on appuie sur ce bouton chromé, l'ergot, voilà, l'ergot peut s'éclipser. Voilà. Alors l'ergot s'éclipse parce que c'est indispensable si vous voulez monter sur le boîtier un objectif qui n'est pas modifié. Voilà, fait mise au point. Voilà. Si vous voulez monter sur le boîtier un objectif qui n'est pas modifié, l'ergot va rentrer en contact avec l'objectif et ça va pas bien se passer. Voilà. Donc les ergots étaient mobiles. Alors les ergots sont mobiles du Nikon FM au Nikon F4. Voilà. Sur le F5, c'était une option. Il fallait le demander spécifiquement pour l'avoir sur le F5. Voilà, il fallait le faire modifier en atelier pour avoir l'ergot mobile. Voilà, mais c'était possible. Voilà. Et donc, et là, et donc du coup, ça veut dire que les objectifs, donc ça c'est un objectif en monture F, avec les oreilles de lapin, la fourchette qui est pleine, et que je n'ai pas modifié. Voilà. Alors que hop,
Alors que je retrouve bouchons partout. Et c'est pareil, celui-là, je ne l'ai pas modifié non plus, parce que bon, je commence à en avoir tout le tour du ventre. Mais si je prends ce boîtier-là que j'ai modifié, clac, hop, voilà. Donc ça, c'est un objectif F qui est modifié. L'ergot rentre bien là où il faut, comme il faut, sans problème. Sans problème. Voilà. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Pourquoi c'est important que je dis ça? Parce que en fait, ce sont plutôt les objectifs anciens qui vont vous apporter un rendu différent, très différent du numérique par rapport à des objectifs modernes. Voilà. Et ce sont les boîtiers anciens qui, paradoxalement, vont peut-être vous poser le moins de soucis euh, quant au fait de les faire fonctionner correctement. Voilà. Parce que un Nikon F, un Nikon F2, ça se répare. Un Nikon F3, ça se répare plus. Vous voyez, Nikon F3, ça c'est un très beau boîtier, voilà. Je ne l'ai pas mis en route depuis je ne sais plus combien de temps, et tu appuies sur le déclencheur, il déclenche au bout de 15 secondes, 10 secondes. Donc il a un souci, et je sais que spécifiquement, les gens ne veulent plus les ouvrir, parce qu'à l'intérieur, il y a un composant, il y a le circuit électronique qui est à base de flexible. Il y a un flex, donc c'est du Kapton, c'est un circuit imprimé sur du Kapton qui est souple. Et le Kapton, au bout de. Ça, c'est un boîtier qui est de 1982, donc il a bientôt 40 ans. Et bien, le Kapton, il part en poussière, et puis le circuit est foutu. Et s'il y avait des pièces détachées, elles seraient de la même époque et elles seraient aussi foutues. Donc voilà. Donc le F3, c'est un très beau boîtier, moi j'adore. Oui. J'en ai, j'en ai plein. Celui-là, il fonctionne impeccable. Mais l'autre, bon, j'appuie, j'entends bien l'électroaimant qui déclenche, mais il déclenche plus. Enfin, il déclenche une demi-heure après. Donc c'est totalement, voilà, quoi, ça fera un presse-papier. Bah, tant pis. Ah, voilà. Donc ça, c'était le système AI. Le système AIS, alors donc, et chez Nikon, comme on a cette gestion du diaphragme qui est dans l'objectif, l'automatisme naturel que l'on a eu chez Nikon, ça a été le mode aperture, où le boîtier, les premiers boîtiers automatiques, choisissaient la vitesse, tout simplement parce que le boîtier ne pouvait pas régler le diaphragme, puisque le diaphragme était réglé dans l'objectif. Et c'est pour ça que très longtemps, on a eu que des systèmes. Enfin, le premier boîtier automatique, c'est le Nikormat EL. Il choisissait la vitesse. Il choisissait la vitesse. Il y a eu un autre automatisme qui était, lui, effectivement, par le diaphragme, avec le Nikon F2 et la servocommande de diaphragme, où là, c'était carrément un moteur électrique qui tournait la bague de diaphragme à la place de l'opérateur pour régler correctement l'exposition. Alors ça, je n'ai pas à vous montrer, parce que ça, c'est de la collection, et puis je ne suis pas collectionneur. Et donc, ce système d'entraînement, qui se fixe sur certains prismes de Nikon F2, nécessitait, enfin il y a eu trois modèles exactement, il y a eu le DS1, DS2 et puis la DS12, euh, euh, qui étaient adaptés soit pour les objectifs en monture F, soit pour les objectifs en monture AI. Et cet ergot dont je vous ai parlé, le petit ergot qui est là, c'est
l'ergot de commande de diaphragme pour l'automatisme sur le Nikon F2. Il vient de là, cet ergot-là. Voilà. Et cet ergot-là va être réutilisé plus tard sur les boîtiers autofocus pour pouvoir détecter que la bague est fermée à la bonne valeur. Voilà. Donc ça, c'est un réemploi de quelque chose qui était là avant pour autre chose. Bon, on continue. La différence entre AI et AIS. Le AIS est sorti en 1982 pour le Nikon FA, qui était le premier boîtier moderne apportant chez Nikon la mesure multizone. Donc c'est Nikon avec le FA qui a inventé la mesure multizone. Et il a apporté une deuxième chose, il a apporté les modes programme et les modes S. Alors, il y a eu un autre boîtier qui a apporté ça, et je ne me souviens plus s'il est antérieur ou postérieur au FA ou s'il est ensemble. C'est le FG20. C'est le FG, le Nikon FG. Voilà. J'ai oublié ça, le Nikon FG. Le Nikon FG qui a apporté aussi ça, les 4 modes de mesure, donc PSAM, hein, le truc que vous avez, là, programme, aperture, speed et manuel. C'est apparu chez Nikon avec le FA en 1982 et le FG certainement en même temps aussi. Et pour ça, il a fallu revoir la commande du diaphragme. Parce que du coup, dans les modes S et dans les modes P, vous avez besoin que le boîtier a besoin de piloter le diaphragme. Or, chez Nikon, le pilotage du diaphragme ne se fait pas, le pilotage sur la bonne valeur du diaphragme ne se faisait pas par l'ergot, mais se faisait par la position de la bague de diaphragme. Ce qui simplifiait grandement la mécanique du diaphragme à l'intérieur. Et donc, du coup, ils ont été obligés de rendre la chose plus complexe et de rendre ce qu'on appelle le diaphragme linéaire. Voilà. Et donc, la nouveauté dans le système AIS, c'est que le diaphragme est linéaire. Alors, ça ne change absolument rien du point de vue extérieur des objectifs, parce que ce sont les mêmes éléments de commande aux mêmes endroits. Mais par contre, ça change des choses dans la façon de faire les diaphragmes et dans la façon de les commander. Donc ça change des éléments internes, donc à la limite ça on s'en fout. Et ça a même simplifié, alors ça a rendu le diaphragme plus complexe, mais ça a simplifié le système. Parce que du coup, ce n'est plus la bague de diaphragme qui commande la valeur, la justesse de la valeur sur l'organe, c'est l'ergot. Voilà, c'est l'ergot. Et alors, je ne peux pas vous le démonter parce que d'abord, l'objectif, je ne l'ai pas là, et puis il faudrait que je vous le démonte pour vous montrer, mais dans les objectifs autofocus, eh bien, c'est l'ergot et le mécanisme de l'ergot qui fait tout. Et en fait, que fait la bague de diaphragme? Elle a une espèce la bague de diaphragme dans un objectif autofocus, c'est une bague en plastique. Il y a une petite rainure dans laquelle on vient glisser un bout de tôle embouti qui a la bonne courbure pour que, en fonction de la bonne valeur de diaphragme, quand l'ergot s'abaisse et tombe par le ressort, ils viennent en contact et s'arrêtent à la bonne position. Donc ce n'est plus la bague qui commande directement le diaphragme, mais c'est la bague qui retient l'ergot pour éviter qu'il se casse la gueule. Et donc ça a permis ce qu'on appelle le diaphragme linéaire chez Nikon. Et donc du coup, le boîtier, en pilotant son bras de fermeture du diaphragme, il est capable de piloter la valeur de diaphragme que va utiliser l'objectif. Donc ça, c'est un progrès parce que du coup, ça a permis le mode programme. Ça a permis le mode programme et ça a permis le mode S, voilà, qui était impossible avec les autres.
Alors bon, ils ont rajouté un bazar. Ils ont rajouté un bazar qui était une petite échancrure. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc il y a une petite échancrure ici, là, à la pointe du stylo. Voilà, à la pointe du stylo, c'est là qu'il faut voir. Moi, j'essaye de cadrer, c'est pas évident. Ah, donc il y a une petite échancrure là, au bout de la pointe du stylo. Le trait noir qu'on voit, c'est le trou dans la baïonnette pour que l'ergot de verrouillage de la baïonnette rentre dedans. Donc il y a cette petite échancrure qui apparaît, qui sert sur pas beaucoup de boîtiers à détecter la longueur focale de l'objectif, de façon à savoir si vous avez une grande focale ou une courte focale, de façon à savoir quand est-ce qu'il faut décaler le mode programme et commencer à fermer le diaphragme au lieu de faire monter la vitesse pour éviter le flou de bouger. Donc ça, c'est la modification importante de la monture AIS. Alors cet ergot, j'ai pas de boîtier pour vous le montrer, mais donc dans la baïonnette, on a l'ergot de verrouillage qui est là, ouais. Et on a un petit ergot qui dépasse au-dessus, et qui sert à palper cette cavité pour savoir si vous avez un objectif AIS ou pas, et pour savoir quel est son domaine de focale. Donc il y a le FA qui s'en sert, il y a le... Je suis même pas sûr qu'elle soit dans le F5. Et en fait, il y a très peu de boîtiers qui s'en servent. Et parce qu'ils sont aperçus que bon, ça ne sert à rien. Voilà. Après sont apparus les objectifs AF. Alors les objectifs AF, pour être tentants, voilà, alors les objectifs AF, donc j'ai été chercher mon 8200. Alors les objectifs AF, donc voici un objectif AF. Alors les objectifs AF vont être intéressants, potentiellement intéressants, parce que vous dites, si je les monte sur mon numérique, avec un peu de chance, l'autofocus va fonctionner. C'est pas sûr. Bon, on continue. Donc l'objectif AF, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas de fourchette. Moi, la fourchette, c'est moi qui l'ai rajoutée. Voilà. Alors 16 pouvait se faire aussi en service après-vente. Hein. C'est un peu plus c'est délicat à faire parce qu'il faut percer et tarauder à M1,6. C'est pas un sport de masse. Hein. Bon. Mais sur les bagues de diaphragme étaient pointés d'origine les trous à faire pour mettre les fourchettes. Donc on pouvait faire ajouter des fourchettes. Ensuite, les objectifs AF, donc on commence par la première, donc la AF tout court, est en fait une monture AI avec en supplément un tourillon qui s'est rajouté ici, voilà, c'est la mise au point coco, un tourillon qui tourne pendant la mise au point. Alors il faut se mettre en mode autofocus, voilà, ah oui, voilà, hop, et le tourillon tourne, voilà, parce que alors la F chez Nikon, ça a commencé dans les années 80, 84, 84, 86, 88, avec le Nikon F3 AF. C'était le premier boîtier, Nikon autofocus. Qui est un boîtier de collection maintenant, qui offre aucun intérêt. Il avait deux objectifs vraiment très très bons. Il y avait un 82-8 et un 200 ouvert 3.5 qui, pour tous les gens qui les ont testés, ont été réputés comme étant très très bons. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est ah oui mais celui-là, oh là là, j'ai entendu dire que... Enfin on ne sait pas. Enfin bon. Et ces objectifs-là avaient
le moteur d'autofocus intégré dans le boîtier, dans l'objectif. Et le boîtier du Nikon F3F, faites une recherche sur Google Images ou sur eBay, il avait un prisme qui était monstrueux, parce qu'à l'intérieur du prisme, il y avait tout le système de détection de mise au point, et de commandes électriques qui passaient par la baïonnette du boîtier. Donc c'est un boîtier spécifique avec un viseur spécifique pour des objectifs spécifiques et qui commandait les moteurs électriques qui étaient sur le coup dans l'objectif. Parce qu'il ne pouvait pas modifier le F3 pour mettre le moteur d'autofocus. Et suivant le principe que si on met le moteur d'autofocus dans le boîtier, eh bien vous avez un moteur d'autofocus pour tous les objectifs autofocus que vous montrez dessus. Alors que si vous mettez le moteur d'autofocus dans l'objectif, vous n'avez qu'un seul moteur par objectif. Et donc plus vous vendez de boîtiers, d'objectifs, plus vous devez fabriquer et vendre de moteurs d'objectifs. Et donc ça n'est pas forcément intéressant financièrement. Et donc du coup, ils ont fait rétropédalage, et quand ils ont sorti le premier boîtier autofocus réel, qui est le F501, ils ont dessiné la monture AF, et la monture AF, ils ont mis un tourillon dans la baïonnette et le moteur dans le boîtier qui actionne les bagues de mise au point. Quelque part, ils ont fait à l'envers la connerie qu'ils avaient fait avec la fourchette. Voilà. Et on a traîné ça, et on traîne ça encore, on a traîné ça pendant très très longtemps. Et donc, tous les objectifs AF et tous les objectifs AFD ont un autofocus qui est entraîné par le tourillon. Or, il se trouve que très très peu de boîtiers aujourd'hui ont le tourillon d'entraînement pour ces objectifs-là. Donc, par exemple, moi, mon D5300 n'a pas le tourillon pour entraîner l'autofocus de ces objectifs-là. Le D7000, la série D7000, là, par exemple, voilà. Et puis, les versions professionnelles, non, bien sûr. Mais bon, on parle de boîtiers très très chers. Et donc, du coup, si vous achetez un argentique qui peut être intéressant, autofocus, Nikon, avec des objectifs qui peuvent être intéressants, autofocus, Nikon, s'ils sont à tourillon et que votre boîtier n'est pas à tourillon, vous n'aurez pas l'autofocus sur votre mirrorless, sur votre Nikon autofocus numérique. Par contre, tout le reste fonctionnera, il n'y a pas de souci. Et les adaptateurs FTZ n'ont pas le tourillon non plus. Et l'adaptateur F2.1, qui permet de monter les objectifs Nikon sur le Nikon One, n'a pas le tourillon non plus. Voilà. Donc, c'est pareil. Alors, quand vous discutez avec les gens de chez Nikon, vous dites oui, mais ça fait 20 ans qu'on a arrêté. Oui, mais ton objectif, il a 20 ans, il est toujours bon. Et je ne vais pas le jeter. Et comme il est encore bon, je ne vais même pas en racheter un autre. Tu vois. Donc, cette petite fantaisie d'ingénieur que tu as fait, toi, ingénieur nippon, fait peut-être que quand j'en aurai marre, s'il faut que je rachète des objectifs tous les 10 ans ou 15 ans, ou parce que tu changes ta baïonnette, je changerai de marque aussi. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui switchent régulièrement d'une marque à une autre, parce que ils veulent racheter un nouveau boîtier, et puis ils s'aperçoivent que, oui, mais il y a des incompatibilités avec la version d'avant, et ainsi de suite. Alors, ça n'arrive pas souvent chez Nikon, mais voilà, le mode autofocus qui merdoit, qui disparaît des boîtiers, le tourillon d'entraînement des moteurs autofocus qui disparaît des boîtiers d'entrée de gamme, c'est une économie qui en fait certainement que des gens se sont dit je vais changer de marque, je vais changer de crèmerie, voilà. Enfin bref, on continue.
Sinon, la monture AF, c'est une monture AIS, donc le diaphragme est linéaire, piloté par le boîtier. La bague, c'est juste une rondelle en plastique avec un bout de tôle qui fait le butoir de fin de course de l'ergot, et puis c'est tout. Voilà. Et c'est tellement peu de choses qu'ils se sont dit, oh là là, on va gagner des sous, et on va le supprimer, et ça va nous donner les objectifs type G. Voilà, G. Alors, quelle est la différence entre la baïonnette AF et la baïonnette AFD? La différence, la différence, excuse-moi. La différence se situe au niveau d'un palpeur de la bague de mise au point qui est capable d'évaluer la distance à laquelle vous faites la mise au point. Voilà, et qui informe le boîtier sur la distance à laquelle vous avez fait la mise au point. Et le D de AFD, c'était pour distance. Voilà. Et donc, du coup, ça servait dans la mesure matricielle 3D du Nikon F5 et du F100 et pour certains modes au flash. Voilà, ça servait à ça. L'évolution suivante, c'est la monture G. Alors, la monture G, donc c'est l'objectif macro qui est en monture G, mais j'ai aussi l'autre objectif dont je me sers pour faire les vidéos, qui pour le coup n'est pas un Nikon mais qui est un Sigma, et lui aussi il est en monture G. Alors comme ce ne sont pas les mêmes gravures, je vais vous montrer qu'il est gravé G, voilà, mais c'est l'objectif qui me... Voilà. Et le principe de la monture G, c'est on enlève la bague de diaphragme. Voilà. Donc ces objectifs-là n'ont plus de bague de diaphragme. Parce que le diaphragme se pilote complètement et uniquement au niveau de l'objectif, au niveau du boîtier. Donc vous avez une molette pour le boîtier, pour piloter le diaphragme, et du coup vous n'avez plus besoin de la bague de diaphragme. Et une fois de plus, c'est débile. Alors c'est débile, pourquoi alors bon, pour voir ça, il faut avoir démonté des objectifs AF, AFD. Le mécanisme de la bague de diaphragme, c'était peanuts. C'était peanuts. Il y a la bague de diaphragme en elle-même, il y a la pièce en tôle emboutie qui permet de fermer le diaphragme à la bonne valeur en mode manuel, enfin en mode où on utilise la bague de diaphragme. Vous rajoutez un bout de tôle ondulée pour faire le clic-clic-clic de la bague de diaphragme, plus 2-3 vis, et puis on a fait le tour. On a fait le tour. Donc c'était pas... j'avais fait le calcul une fois, en comptant les vis, il doit y avoir 9 pièces. Il doit y avoir 9 pièces. Bon. Je pense pas que Nikon en soit à se dire si je gratte le prix de 9 pièces, j'ai gagné... Voilà, parce qu'on est en processus de fabrication industrielle, hein. Donc c'est 9 pièces, je veux dire, 9 pièces, c'est 9 euros, quoi, grosso modo, c'est 1 euro par pièce, pas plus. Hein. Enfin voilà, quoi. Donc, ils n'ont pas dû gagner grand-chose. Par contre, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu la bague de diaphragme. On a perdu le fait que du coup l'objectif, vous pouvez piloter le diaphragme à la valeur que vous vouliez quand le boîtier ne le fait pas, ou que vous montez l'objectif en retourné, ou ainsi de suite. Donc on a perdu cette flexibilité-là, parce que bien sûr, les objectifs en G, avec la lettre G dessus, ils sont naturellement fermés à la fermeture maximum. Donc si votre boîtier ne gère pas le diaphragme, vous faites toutes vos photos à F22, grosso modo. Donc ces objectifs-là sont inutilisables sur des boîtiers qui ne gèrent pas le diaphragme de manière automatique. Et vous ne pouvez pas les utiliser retournés, vous ne pouvez pas, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc tout ça pour avoir gagné que dalle. Et donc,
on continue de débobiner la pelote de laine et le paquet de nouilles, et on va finir avec les objectifs type E. Voilà, les objectifs type E, qui ne sont pas forcément sans bague de diaphragme, donc ils ne sont pas forcément de type G. Les objectifs de type E ont un diaphragme électrique. Donc le diaphragme est commandé électriquement en ouverture et en fermeture. Alors c'est le cas des objectifs PCE, par exemple, qui ont ça. Et donc du coup, les boîtiers qui ne sont pas prévus pour, ne peuvent pas les commander. Et c'est notamment même le cas du Nikon F6. Donc le Nikon F6 est le dernier argentique qui a été fabriqué par Nikon, qui est le dernier Nikon professionnel argentique, et que je n'ai pas, donc je ne peux pas vous le présenter. Même lui, il ne gère pas ça, quoi. Voilà. Les objectifs G ne sont pas gérés par le Nikon F4. Voilà, le Nikon F4, l'objectif G, ils n'avaient même pas eu l'idée. Ouais. Virer la bague de diaphragme, personne ne comprend. Enfin bref. Ce sont des économies de bout de chandelle. On revient sur l'autofocus. L'autofocus, Nikon F3, le moteur est dans l'objectif. L'arrivée, la genèse de l'autofocus dans le système 24-36, que ce soit chez Nikon, chez Canon, chez Minolta, et ainsi de suite, ce sont les trois grands. C'est Minolta qui a lancé la vente en grand public. Et puis Nikon et Canon qui ont été obligés de suivre, hein, de toute façon. Voilà. Les brevets n'étaient pas forcément exactement à eux. Voilà, parce qu'il y avait Pentax avec Honeywell et qui avait mis au point, qui avait breveté tous les systèmes d'autofocus, notamment comment détecter que la mise au point est bonne. Donc les systèmes à contrôle de phase, contraste de phase, pardon, et tout comme ça. Et donc tout ça, ça avait été breveté. Et donc au début, il y a eu quand même des petites guerres juridiques entre un tel et un tel. Ah, tu m'as piqué mon idée, non, c'est moi qui l'ai vu avant, oui, mais bon, enfin bref. Et donc il y a eu des petits soucis de ce niveau-là, et des choses comme ça. Alors est-ce que c'est pour ça que Nikon a abandonné le moteur dans l'objectif, ou est-ce que c'est parce qu'ils se sont dit, ah bah ça va nous obliger à mettre des gros moteurs dans les objectifs, alors que on aurait plus de place dans le boîtier, et ainsi de suite. Ça, je ne saurais pas dire. Je ne suis pas historien, je ne suis pas... Voilà. Enfin, toujours est-il qu'après le Nikon F3 et ses deux objectifs avec le moteur intégré, ils en sont venus à mettre le moteur dans le boîtier et avoir un tourillon que je vous ai montré sur l'objectif autofocus. Alors, ça va très bien, oui et non. Parce que le moteur, il n'a qu'une seule taille. Et votre objectif, lui, il peut avoir des tailles très très différentes. Donc, soit vous mettez un moteur très très costaud, et dans ce cas-là, si vous avez un objectif qui est très très léger, il risque de se prendre des bons vieux coups de bourre dans les allers-retours de l'autofocus et ainsi de suite. Donc, vous risquez d'avoir des soucis de fiabilité des objectifs légers. Et si vous mettez un moteur un peu faiblard, si vous voulez faire un autofocus sur un objectif avec des optiques très lourdes, et ben là, c'est le moteur qui va être à la peine, et là où vous auriez besoin de puissance, vous ne l'avez pas. Voilà. Alors Canon, eux, ils ont attaqué directement avec des... Alors, la Canon EOS, parce que bien sûr, il y a eu des tentatives un peu dans toutes les marques. Alors pas chez Nikon à ma connaissance, mais il y en a eu chez Chinon, chez Pentax et chez Canon, de faire des objectifs autofocus qui se montaient sur des argentiques avec des systèmes de télémétrie par infrarouge. Donc vous aviez deux gros yeux au-dessus de votre objectif qui envoyaient un faisceau infrarouge qui mesurait la distance et qui faisait la mise au point comme ça. Donc voilà, donc c'est le Canon, et il y a le Pentax MEF, je crois, et puis chez Canon, il y a eu aussi ça, il y en a eu chez Cosina, il y en a eu chez Chinon, voilà.
Alors c'était des objectifs par-ci par-là, éparses, voilà. Et chez Olympus avec l'OM 40, qui doit être autofocus avec un objectif particulier. Enfin bref, c'est un épiphénomène, là on est dans les années 80-85. Et donc du coup, Canon, eux, ils ont commencé directement avec des moteurs dans les objectifs pour la série EOS. Et ça devait être breveté ou chose comme ça, donc c'était moteur à ultrasons, moteur piezo et ultrasons, choses comme ça. Et ça n'est arrivé. Alors, et donc Nikon a sorti des versions spéciales, pas des versions spéciales, mais des téléobjectifs avec les mises au point par le moteur dans l'objectif. Alors c'était au début les AFI pour Internal Autofocus, et puis après ça a été les AFS quand ils ont réussi à pouvoir mettre aussi des moteurs à ultrasons comme Canon. Voilà. Peut-être qu'ils sont aperçus que Canon n'était pas propriétaire de l'idée et que donc ils pouvaient l'utiliser aussi. Mais enfin, ça a mis longtemps à arriver. Donc ça, ce sont les objectifs AFS pour Silence Wave. Euh, et, euh, et voilà. Et bien sûr, ces objectifs, alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est notamment le cas des 302.8 autofocus, où les premiers modèles sont AFI, et puis après ils ont été AFS, et c'est pareil, ces objectifs-là pourraient vous tenter, mais c'est pas tous les boîtiers qui les pilotent. Et notamment les AFI, c'est pas tous les boîtiers. Voilà. Donc, euh, et là on est à une dernière génération qui est l'AFP, où là c'est un autre moteur, c'est un moteur pas à pas qui est dans l'objectif. Et là, c'est pareil, c'est pas tous les boîtiers qui pilotent ces objectifs-là. Donc, et là, j'ai fini, on a fait le tour, donc et ça va finir cette vidéo qui est un peu longue. Donc, c'est la T012B sur Nikon, même T012B1. Je sais pas comment je vais numéroter encore. T012B1 sur Nikon. Et donc, du coup, quand on vous dit oui, Nikon, c'est bien, la baïonnette, c'est la même baïonnette depuis 1958, oui, c'est pas faux, mais ça ne veut pas pour autant dire que tout est compatible avec tout. Voilà. Et donc, la conclusion, c'est si votre boîtier numérique est un Nikon, APS-C, FX, à miroir, ou si c'est les mirrorless Nikon Z6, Z7, Z50, hein, on est en février 2020 aujourd'hui. Eh bien, et que vous êtes intéressé à l'argentique, et vous voulez vous acheter éventuellement un argentique, des choses comme ça, eh bien, faites attention à quelle génération de Nikon vous allez acheter, parce que ça ne sera pas forcément compatible. Voilà. Alors, les bagues F2Z ne gèrent pas l'autofocus, ne vont pas gérer la FI, ne gèrent pas l'autofocus des objectifs AF-AFD, ne va pas gérer l'autofocus de la FI. Voilà. Alors, j'ai pas de Z ni de FTZ, donc je sais pas comment cette bague-là gère les objectifs sans puce. Voilà. Mais la F2.1 gère très bien les objectifs sans puce parce que de toute façon vous êtes à diaphragme ouvert, à pleine ouverture et ça se gère bien. Alors je réfléchis à si je dis une bêtise ou pas. Pour moi ça se gère bien, mais à vérifier. À vérifier. Enfin voilà. Bien sûr, si vous avez un Leica, un Panasonic, un truc comme ça, la bague que vous allez avoir ne gérera pas l'autofocus très certainement.
mais suivant comment fonctionne le boîtier, est-ce qu'il est capable ou non de gérer un objectif sans puce. C'est plutôt ça qu'il faut vérifier, qu'il faut voir. Voilà. Mais bon, comment dire, les objectifs Nikon sont bien intéressants, tous un peu. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a de plusieurs générations, avec des rendus différents dans un même modèle, mais de générations différentes. Des modèles anciens, comme le 85 ouvert à 1.8, qui est vraiment qui est une belle bête. 85 ouvert à 1.8, de l'époque du Nikon F. Voilà. Celui-là, il est pas mal, il vaut le coup. Le 85 ouvert à 1.8 chez Nikon, AF ou F, ils sont bien. Ils sont intéressants, sont des objectifs intéressants. Et 85 mm est une belle focale à portrait pas trop serré en 24-36. En FX, ça faut multiplier par un facteur de 1,5. Ça fait un peu plus serré. On aime pas. Voilà. Les objectifs type 50, 50 ouvert à 2, 50 ouvert à 1,8, 50, sont intéressants. Le 50 ouvert à 1,4 est intéressant. Il y a un 55 ouvert à 1,2 qui est intéressant aussi. Faut aimer, mais bon, ça peut être pas mal. Il y a il y a les micro-Nikkor qui sont intéressants, même au jour d'aujourd'hui, hein. La première version du micro-Nikkor compensating est une des rares objectifs, une des rares lentilles micro-Nikkor qui soit calculée uniquement et spécifiquement pour la macro. Donc il est pas mal pour ça. Et voilà. Et donc on le reconnaît parce que à l'intérieur c'est marqué euh, il est papé. Il est papé. Hein, Golin? Non, c'est pas ça. Donc il y a des gravures et donc il est Nikkor Auto, mais il n'est pas marqué Micro Nikkor P. Voilà, Micro Nikkor P. Voilà. Donc il a la bague chromée à l'avant, euh, mais le suivant a aussi la bague chromée à l'avant. Par contre, il est marqué Nikkor Auto P ou un truc comme ça, ou Micro Nikkor P, ou enfin il y a un P qui se balade à cause du traitement ou un truc comme ça, et c'est pas la bonne version. Voilà. Et cette version P, avec un P gravé dessus, est déjà altérée dans le calcul optique pour essayer de rendre l'objectif plus homogène sur les champs lointains et du coup un peu moins bon sur les champs proches. Et quand vous achetez un objectif macro, vous ne cherchez pas forcément, enfin, vous en foutez que quand vous en êtes acheté ça, vous vous en foutez qu'il soit bon aussi sur les espaces lointains. C'est pas votre premier objectif, c'est pas votre dernier, et ainsi de suite. Les objectifs 1.450, alors un 450, c'était le luxe hein, à l'époque. Les gens s'achetaient ça et pour se faire plaisir avec le boîtier, ils s'achetaient un 450. Donc moi, comme j'ai acheté beaucoup de boîtiers d'occasion et que et le boîtier est moins cher avec un objectif que sans objectif, ben, je me retrouve avec une quantité de 1.450 assez intéressante. Et donc il y a eu différentes versions et ainsi de suite. Donc ça c'est une version de 1976, voilà, avec un design caractéristique de 1976, avec juste une petite bague chromée fine et le, cette partie-là qui est noire, là, cette partie-là qui est noire, à pas confondre avec les versions postérieures où les versions postérieures qui en fait ressemblent aux versions AI. Donc la version de 77 qui ressemble aux versions AI, c'est-à-dire qu'on a aussi une bague chromée fine, mais la bague chromée passe sous la bague de mise au point. Et alors sur celui-là on le voit pas, mais
c'est différent. Et les versions intérieures où la bague de... Voilà, ça c'est une version largement intérieure, puisque c'est une des premières versions où la bague chromée. Et donc ce qui change, c'est essentiellement la... Ce qui change beaucoup, ça va être l'anti-reflet. Ça, c'est une époque où il fallait qu'on voit qu'on a un anti-reflet. Donc, pour qu'on voit qu'on a un anti-reflet, il fallait qu'il fasse des reflets. Il n'y a pas un souci, là? Bon, enfin, bref. Et donc, les premiers anti-reflets, donc ça, c'est du multicouche et il est jaune. Sinon, on a des objectifs, alors je ne les ai pas là, où on a du monocouche et on a un joli reflet bleu. Voilà, jolie lentille bleutée. Ça marche tout aussi bien l'un que l'autre, hein. Bien sûr que ça marche un peu moins bien que des anti-reflets ultra modernes. Voilà. Alors les anti-reflets ultra modernes, j'en ai au boulot, c'est totalement inintéressant à vous montrer, on voit rien. Il n'y a pas de reflet, il n'y a rien, il y a pas... Enfin bon, voilà quoi. Bon, je regarde le compteur, je me dis que j'ai assez parlé. Soyez éco pour essayer, comprendre, optimiser. Faites des images. Au revoir.